Ok, nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Les vidéos en ce moment se font de plus en plus rares, comment dire, depuis un petit bout de temps, parce que j'ai déjà couvert pas mal de sujets, et en plus, pour la plupart, des sujets de fond, euh, contrairement à certains, comment dire, en- dans le domaine de la spiritualité qui développe surtout des sujets en fait de surface sans que le fond soit vraiment euh, comment dire sans qu'il soit abordé euh, et donc creusé. Donc là, le thème d'aujourd'hui, c'est la maladie doit être un accélérateur et non un frein. Donc on va couvrir le sujet en plusieurs chapitres. Euh, de façon un petit peu à expliquer le processus et éventuellement la possibilité, je dis bien la possibilité de le désenclencher, c'est-à-dire de revenir à l'état d'harmonie, ce qui n'est pas d'ailleurs, quelque chose de systématique. Tout dépend en effet parfois des pathologies auxquelles on a affaire. Il ne s'agit pas ici de faire de la médecine sauvage. Je veux surtout euh, mettre en avant les mécanismes qui sont susceptibles la plupart du temps de mettre en route les rouages de la maladie. Et voilà, il ne s'agit pas pour moi de vous dire que la guérison est forcément possible, mais je vais indiquer comment les rouages permettent à la maladie éventuellement de s'installer et évidemment les rouages qui, à l'inverse, peuvent en effet favoriser, on va dire, un retour à l'équilibre, à l'harmonie, et jusqu'à ce que le corps, en effet, soit le miroir de cette harmonie. Donc nous allons voir ça tout de suite. À l'aspect philosophique, c'est-à-dire pourquoi je dis que euh, la maladie devrait être un accélérateur et non un frein. Euh, et je vais expliquer pourquoi pour certains ou certaines elle est un accélérateur et pourquoi pour d'autres elle devient un frein. Alors d'abord en premier lieu, qu'est-ce que j'entends par elle est un accélérateur pour certains et un frein pour d'autres? Tout simplement, elle devient un accélérateur pour certaines ou certains, tout simplement parce que la maladie agit comme un réveil sonore ultra bruyant qui rappelle tout simplement à l'individu porteur de la maladie que les priorités doivent être remises à leur place. Donc qu'est-ce que j'entends par priorité? Tout simplement euh, ce que l'âme est venue faire sur cette terre. Et comment sait-on ce que l'âme est venue faire sur cette terre? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Soit on le sait déjà, on a déjà la réponse, mais depuis des années et des années, on s'amuse à la contourner, voire à la fuir. Ou alors, simplement interroger tout simplement son cœur, c'est-à-dire ce qu'on a dans le cœur, c'est à savoir ce qui nous ferait le plus plaisir et à réaliser comme rêve et qu'on a toujours mis de côté parce qu'on le trouvait futile, inintéressant ou inavouable ou inabordable pour quelque raison que ce soit. Donc voilà pourquoi la maladie doit être un accélérateur, peut être pour certains ou certaines un accélérateur, parce que tout simplement il permet à l'individu en question de se recentrer sur ses priorités et en général ça se fait vraiment, il y a comme un, coup de, un coup de tonnerre dans l'esprit de la personne. Je vous dis comme un réveil puissant et bruyant où la personne se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années de ma vie? J'ai tourné et tourné à côté de la plaque sans vraiment
mettre les pieds dessus. Maintenant, voilà, on va passer la première et on va faire exactement ce que j'ai envie de faire plutôt que de perdre mon temps à faire des choses parce que la société veut que je fasse ça, parce que mes parents veulent que je fasse ça, parce que les attentes des uns et des autres, ou alors parce que, au contraire, euh, les stigmatisations des uns et des autres font qu'on a toujours rêvé de faire quelque chose, mais le quand dira-t-on était bien plus important que finalement d'assouvir en fait son propre rêve, quelles que soient finalement les opinions des autres. Donc la maladie devient un frein dès lors que, en effet, on commence à s'identifier à sa pathologie, à sa maladie, de manière plus générale, quand on commence en effet à faire un copier-coller entre ce que vit le corps et ce que je suis. Donc, sous-entendu, si le corps est malade, c'est que eh bien, je suis quelqu'un d'amoindri au niveau de l'ego, je ne suis pas une bonne personne, comment dire, j'ai pas ma place dans ce monde, je ne me sens pas aimé ou soutenu comme je le devrais ou comme je le mériterais. Il y a toujours l'idée qu'on associe, comment dire, l'ego à la maladie et cette association est péjorative dans le sens où l'identification va être un piège monstrueux dans lequel on peut glisser sans même s'en rendre compte et surtout ne plus en sortir pendant pas mal d'années tant que l'on ne remet pas en question cette identification, c'est-à-dire corps malade à une image dépréciée de soi, un aspect punitif qui viendrait de je ne sais où et pourquoi pas venant de Dieu lui-même. Il y a toujours l'idée d'associer un caractère extrêmement dépréciatif de soi à la maladie. Alors qu'en réalité, ce n'est pas sous cet angle-là qu'il faut le voir. Il faut voir la maladie comme un résultat, le résultat en l'occurrence de nos pensées, exactement comme un champion de golf, le jour où il devient champion, eh bien c'est le résultat d'un système de pensée et aussi derrière un entraînement quotidien, exactement d'ailleurs pareil que pour la maladie. On entraîne ses pensées tous les jours, on leur donne de l'énergie. Souvenez-vous simplement de l'histoire du bon et du méchant loup, hein, cette histoire, ce conte amérindien. Voilà, je ne vais pas le reciter ici, mais vous tapez sur internet conte amérindien, le bon et le méchant loup, en chacun de nous, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est juste qu'un résultat, le résultat d'une séparation, finalement, avec son être profond. Et donc, toutes les méthodes qui sont décrites pour retrouver la santé sont bien jolies, mais elles ne tiennent pas compte, en fait, véritablement de qui vous êtes. Et donc, une méthode, par définition, n'est bonne que pour la personne qui l'a employée. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour certains, ça peut fonctionner parce que ça va correspondre à quelque chose qui est à l'ordre du jour pour la personne qui va tenter cette méthode, mais que pour d'autres, en effet, ça va être un échec. Et parce que, en définitive, ça n'est pas tant la méthode qui est importante, mais plutôt la reconnexion finalement avec soi. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre dans un premier temps, parce qu'une fois qu'on l'a bien compris, bah, finalement, on va chercher à l'intérieur les réponses, puisque les réponses sont tout le temps à l'intérieur de nous. Et on voit bien finalement que les méthodes qui sont données par les uns et les autres ne sont valables que pour les personnes concernées, puisqu'elles ont elles-mêmes été inspirées de l'intérieur, et c'est exactement en fait ce qu'il faut faire quand on a une pathologie grave, c'est-à-dire revenir en effet
à l'intérieur de soi pour écouter ce que notre cœur a à dire. Or, la plupart du temps, nous courons après la guérison dans tous les sens sans véritablement remettre en question les paramètres qui ont permis à la maladie de s'installer. Encore une fois, il s'agit vraiment de cette séparation avec son âme, avec son cœur, ce qui est pareil, hein, la voix du cœur c'est la voix de l'âme, et j'allais dire et vice-versa, la voix de l'âme c'est la voix du cœur, et il est important, il est devenu essentiel de réinterroger cette voix du cœur qu'on a laissée de côté, et du coup la séparation est devenue tellement grande qu'il y a une forme de surdité mentale qui s'est, comment dire, qui s'est installée évidemment, mais qui a perduré dans le temps, voire qui s'est épaissi et qui fait qu'on devient sourd malgré les événements. Donc il est temps de remettre, comment dire, en mouvement finalement cette écoute intérieure. Et là où on peut, la plupart du temps, où les personnes plutôt tombent dans le piège, eh bien c'est de s'identifier à cette maladie. Si je suis malade, c'est que je ne suis pas quelqu'un de, comment dire, d'aimable, je ne suis pas quelqu'un de viable. Euh, Forcément, l'annonce de la maladie entraîne une image de soi déplorable. Du coup, ce qui entraîne derrière en cascade plein de choses. Mais là, souvent, la maladie est mal interprétée, mal comprise. Elle est juste en fait un résultat, le résultat de pensées qui finalement ne nous servent pas, au contraire, qui nous desservent, puisque, comme je le disais en introduction, l'individu a préféré mettre de côté ses rêves et ses aspirations au motif que ça n'était pas convenable de les réaliser pour quelque raison que ce soit, ou alors au motif que si je fais ça ou si je me mets à exercer tel ou tel métier alors que ma famille est dans telle branche, ça va être quoi l'opinion qu'on va avoir de moi. Voilà, donc c'est ça le phénomène de la séparation, c'est quand on ne peut plus écouter ce que notre cœur et notre âme a à nous dire. Et donc il faut voir vraiment la maladie comme un résultat et, euh, et non comme une fin en soi. Beaucoup de personnes mentionnent la loi de l'attraction et alors évidemment vont vous dire oui, quand il vous arrive des super choses, c'est magnifique, l'attraction fonctionne, j'ai réussi à obtenir telle chose, tel job, telle augmentation. Bref, c'est toujours, en fait, la loi d'attraction est toujours prise pour des choses qui viennent faire euh, viennent faire miroir en fait sur des choses entre guillemets dites positives. Et la maladie, au contraire, est vécue comme quelque chose de négatif, puisque là, pour le coup, comment dire, on oublie que la loi de l'attraction, en fait, continue de fonctionner quels que soient les événements. Que ça soit un événement qu'on considère négatif ou positif, c'est fait partie de la loi de l'attraction. Or, ceux qui utilisent la fameuse loi de l'attraction quand on vous dit que dès lors que vous êtes tombé malade ou que vous avez un accident, c'est parce que vous avez des mauvaises énergies, etc. Vous n'êtes, voilà, ça ne veut absolument rien dire. C'est, excusez-moi du terme, c'est vraiment de la daube, ce genre de discours. D'abord parce que c'est un jugement péjoratif pour ceux qui en sont ceux qui sont directement concernés. Et en plus, ça n'est pas la vérité. Tout simplement parce que, euh, encore une fois, l'erreur est de vouloir, enfin, l'erreur est de tomber dans le piège de s'identifier à la maladie. C'est-à-dire, pauvre de moi, je vaux rien, j'ai pas de valeur, j'ai pas ma place, je ne mérite rien, etc., etc. Alors, et ça, c'est vraiment un piège dans lequel il faut absolument pas tomber parce que ça n'est pas le sujet. Seulement,
comment dire, à la fois la pathologie ou la maladie est le résultat d'un système de pensée, de comportement et d'habitude, et en même temps, la maladie est le résultat de tout ce processus. Euh, Finalement, qu'est-ce que ça vient dire de soi? Ça vient tout simplement dire, exactement comme je reprends le champion de joueur de golf, s'il devient champion, c'est le résultat de tout un processus qui a été mis en route pendant des années. Ça vient. Alors, curieusement, évidemment, l'ego a tendance à s'identifier à l'inverse, c'est-à-dire que à partir du moment où on tient une coupe ou qu'on a une médaille d'or entre les mains, ouais, je suis une super personne, je mérite d'être aimé, je mérite plein de choses, je suis tellement quelqu'un de bien, etc., etc., ce qui n'a absolument rien à voir. La valeur de soi n'est pas définie par ce qui nous arrive, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire la maladie ne nous définit pas plus que nos réussites. Nos échecs ne définissent pas notre valeur, pas plus que la réussite. Or, l'ego tombe dans ce piège. Il m'arrive quelque chose de valorisant, donc je suis une bonne personne. Il m'arrive quelque chose de dévalorisant, donc je suis une personne indigne et une mauvaise personne. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais vraiment rien à voir. Et ça, c'est un des pièges qu'il faut vraiment éviter à tout prix, c'est s'identifier à ce qui arrive, parce que ça n'a absolument rien à voir dans un sens comme dans l'autre. C'est pas parce que vous êtes devenu un jour une vedette ou une célébrité que vous êtes pour autant une bonne personne. Loin s'en faut. Nous avons déjà vu des gens célèbres se comporter comme des véritables connards, il n'y a pas d'autre terme, ou connasses aussi, ça existe. Donc ça n'a rien à voir. On a vu des personnes célèbres en fait être dans l'abus de pouvoir à plein de niveaux, donc ce qui vraiment ne signifie absolument rien. Donc ça c'est vraiment la première erreur qu'il faut éviter, c'est l'identification à ce qui arrive parce que ça n'a rien à voir. Mais par contre, il faut prendre en compte le processus qu'il y a derrière. Ça par contre c'est important. Autant pour l'un que pour l'autre. Celui qui réussit ou celui qui a un échec, il y a forcément derrière un processus qui s'est mis en route et un processus qui a été nourri pendant très longtemps et finalement un jour le résultat finit par aboutir. Voilà. C'est juste en définitive une jauge et une jauge en fait qui a vraiment mais toute son importance spirituelle. Et c'est là où elle devient extrêmement intéressante. C'est parce que elle révèle ce qui ne va pas en nous. Elle vient révéler par sa présence, par sa manifestation. N'oublions pas que nous sommes dans une dimension de manifestation, exactement comme on ferait un vœu à un génie de la lampe, en lui demandant de manifester la fortune ou le mariage avec la personne de ses rêves. Nous sommes dans le monde de la manifestation, tout simplement. Donc un jour ou l'autre, ce processus aboutit, comment dire, arrive à son aboutissement et finit par se manifester. Il doit simplement, cette manifestation doit en effet nous servir de miroir et nous montrer en définitive quel est le processus qui l'a mis en route. Et ceci va se vérifier, ce processus va se vérifier lorsque nous allons faire attention justement aux pensées qui vont surgir par rapport à la maladie. Alors non pas l'angoisse de la guérison, l'angoisse du diagnostic, etc. Parce que ça, tout ça, c'est du domaine médical. Ça, évidemment, ça fait partie du cursus médical et personne n'y échappe. Entre les explications des médecins, comment dire, les lignes comment dire, de soins possibles, etc. Bref, tout ça, les parcours, le parcours médical, les diagnostics, les examens, bref, tout ça, ça fait partie du parcours médical. Donc de toute façon, c'est un parcours qui est, comment dire, qui est fait par les patients et qui de toute façon sont quasiment identiques à peu de choses près. Et c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ça fait, ce que ça dit de nous, ce que ça nous renvoie, ce à quoi ça nous renvoie. C'est-à-dire là où ça devient intéressant,
c'est comment la maladie va faire émerger en nous justement toute cette montagne de pensées qui jusqu'alors était restée en dessous du seuil de conscience et qui, grâce à cet événement, va remonter à la surface de façon justement à ce que nous en ayons complètement conscience. Et c'est là où ça devient en fait quelque chose d'intéressant, et c'est là où la vie est sans arrêt braquée sur la loi de l'amour. C'est que même dans ces circonstances-là, que ce soit pour un échec ou pour la maladie, un échec professionnel ou même sentimental, ou encore une fois la maladie, c'est que c'est une jauge qui va venir en définitive nous faire miroir sur tout ce qui ne va pas. Et c'est à partir de là où, au contraire, nous pouvons agir intérieurement de façon efficace, de façon à prendre en compte toutes les pensées négatives que l'on peut avoir sur soi, et finalement pour les prendre en charge et les transformer et les guérir. Ça, c'est le pouvoir que nous avons sur, en tous les cas, un système de pensée que nous avons entretenu et qui manifestement ne nous convient plus. Je pense même ne nous convient pas et ne nous a jamais convenu. C'est-à-dire tout ce système de pensée qui nous a toujours, qui a toujours fait de nous un être limité, diminué. Là, lorsque la maladie apparaît, eh bien, tout ça doit être vu, c'est-à-dire toutes les pensées limitantes et toutes les pensées qui ont tendance à nous diminuer, à faire de nous quelqu'un d'impuissant ou d'incapable. Eh bien, tout cela doit être guéri, doit disparaître. Et la maladie, en fait, est une bénédiction. J'ai fait déjà une vidéo dans ce sens-là, et je reviens sur ce terme parce que c'est vraiment le cas. Au même titre que la réussite de quelqu'un, encore une fois, je reprends ce champion de golf, quand il arrive au succès et qu'il décroche la coupe ou la médaille, ça montre qu'une seule chose, c'est qu'il a atteint un niveau de dextérité, mais aussi un niveau de maîtrise de ses pensées, et aussi un niveau de dextérité, comme je l'ai dit, où il sait exactement où est-ce qu'il en est dans son niveau de maîtrise. Ça ne veut pas dire pour autant que du jour au lendemain, tout est acquis et qu'il doit se reposer sur ses lauriers. Non, tout dépend en effet de ce qu'il a envie de continuer à faire. Mais en tous les cas, ça dit simplement que après tant d'années d'entraînement, tant d'années de persévérance, tant d'années à toujours alimenter des pensées constructives, parce que j'aime pas trop ce terme positif ou négatif, ça ne veut rien dire pour moi, mais à toujours alimenter des pensées constructives, ça c'est bien plus imagé et surtout bien plus réaliste. Aucune personne dans ce monde ne peut réussir quelque chose, et je ne cesse de le dire en thérapie, on ne peut rien réussir dans cette vie si on persévère à, à se juger de façon péjorative, à se diminuer, à croire qu'on n'est pas à la hauteur, à croire que l'on ne mérite pas, à croire que l'on n'est pas capable, à croire que la réussite c'est pour les autres, que le bonheur c'est pour les autres, etc. etc. Aucune personne au monde n'a pu vraiment réussir sa vie tant qu'elle n'a pas remis en question l'ensemble de ce genre de pensée. La plupart des personnes qui ont qui ont vu leur vie être en adéquation avec ce qu'elles en attendaient, ce sont des personnes qui ont révisé tout leur schéma limitatif et négatif, entre guillemets, mais en tout cas limitatif sûrement, tout leur schéma qui ont tendance à à leur donner une image extrêmement déplorable. Tous ces schémas en fait qui sont absolument dépréciatifs nous concernant, aucune personne ne peut arriver quelque part avec ce genre de schéma, ça n'est pas possible.
Donc ce joueur de golf, si un jour il emporte la coupe ou la médaille, eh bien il le doit à ses efforts, à cette persévérance, à avoir nourri heure après heure, entraînement après entraînement, match après match, renforcer l'idée que il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas ou qu'elle n'y arrive pas. Et en même temps, chaque pensée qui a surgi, qui a pu être négative, a très vite été, traitée et guérie pour passer à autre chose, ou en tous les cas, quand je dis guérie, c'est-à-dire confrontée à la réalité, hein, tout simplement, entre ce que nous croyons que nous sommes et ce que la réalité dit de nous. Combien de fois en thérapie, je vois des gens qui ont des bons résultats personnels, au niveau personnel ou au niveau professionnel. On leur renvoie une image entre guillemets positive, en tout cas constructive d'eux. En tout cas, les appréciations sont bonnes, et que ça soit d'ailleurs dans le couple ou dans la relation professionnelle. Et pour autant, la personne continue à croire qu'elle est la plus nulle de la Terre. Il y a un problème. Un problème, c'est que la personne ne prend pas en compte ce que la réalité est en train de dire de lui ou d'elle. Donc, il est important dans le processus, j'allais dire, de guérison, bien que je ne sois pas ici en train de prêcher que la guérison soit systématique. Encore une fois, je pense que être en paix avec qui on est et ce qui se passe, c'est pour moi la plus grande importance. Je reprendrai l'exemple de Jésus qui n'a pas évité de finir sur la croix, mais qui a fini sur la croix en étant en paix. Il voyait bien là que c'était le destin, son destin qui l'attendait. C'est là qu'il devait en finir, mais il était en paix avec ça. Donc la paix est bien plus importante que l'évitement du pire. Encore une fois, il y a sûrement entre-temps, avant la guérison, des choses à faire, des choses à réaliser. Il y a des tempêtes intérieures à calmer. Il y a des plaies sûrement béantes à cicatriser. Et la guérison demande en fait certains paramètres tels que le respect, le temps et de la patience évidemment infinie, et beaucoup j'allais dire, de bienveillance et d'empathie pour soi. Quand je dis d'empathie pour soi, c'est-à-dire et de bienveillance, je veux dire par là que on ne remplace pas des années et des années et des années de mauvaises habitudes en claquant du doigt. Ça se fait progressivement, et c'est là où il faut faire preuve de patience et de bienveillance, parce que les choses doivent aller à leur rythme. Il faut respecter ce rythme et ne pas s'en accuser sans cesse, puisque, encore une fois, c'est un comportement avec soi-même qui n'a aucun intérêt, qui est complètement stérile, et qui ne fait que ralentir en fait les choses plutôt que les faire avancer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que en plus de la difficulté, être dans le reproche avec soi-même, c'est rajouter une couche à une couche, et c'est vraiment pas l'attitude à adopter. Donc, quand on regarde la maladie sous cet angle-là, c'est-à-dire comme le résultat d'un processus, exactement comme le joueur de golf qui remporte sa coupe ou sa médaille, il doit être juste content d'une chose, c'est la satisfaction finalement d'avoir nourri en lui le bon loup. La seule chose qui doit finalement nous traverser l'esprit quand nous apprenons à être porteurs d'une maladie grave, eh bien ça doit être juste la tristesse simplement, ou la déception d'avoir persévéré dans un comportement absolument péjoratif avec nous-mêmes, et c'est tout en fait ce qui doit vraiment avoir lieu sur le moment,
et rien d'autre. Enfin, dans l'idéal, évidemment, rien ne se passe de façon linéaire, mais dans l'idéal, ça devrait être ça. C'est-à-dire qu'on devrait être triste parce que nous prenons conscience que nous avons nourri les mauvaises pensées en nous, que nous avons acquis des habitudes qui ne sont pas les bonnes, que nous avons répété des gestes qui ne sont pas les bons et des comportements qui ne sont pas les bons pour nous. C'est tout ça qu'il y a à réviser et c'est la différence simplement qui fait entre une personne qui est satisfaite de la vie qu'elle a, c'est-à-dire où sa vie est en adéquation avec ce qu'elle en attendait, et c'est ce qui fait la différence entre cette personne-là et celle qui rencontre un accident ou une pathologie. C'est juste une question de reconnaître, d'identifier, de reconnaître le processus et l'aboutissement du processus. Donc finalement, quand nous apprenons à être porteurs d'une pathologie grave, finalement, c'est tout ce processus que nous devons réinterroger. Est-ce que vraiment nous avons écouté notre cœur profondément? Est-ce que vraiment la façon dont notre vie a été agencée jusqu'ici, est-ce que c'est vraiment ça, les priorités que nous devions mettre en avant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités plus importantes et finalement qui devraient être nourries en premier lieu sans plus attendre? C'est ça que la maladie vient réinterroger. Et c'est en ça qu'elle peut être un accélérateur, c'est-à-dire que vous pouvez très bien apprendre. Pronostic vital est engagé. On peut très bien vous apprendre à travers ce pronostic vital engagé qu'il vous reste 6 mois, 1 an, 2 ans. L'important, ça n'est pas... Enfin, si vraiment c'est irréversible, et encore, même les médecins ne pourront jamais vraiment être catégoriques à ce sujet, mais en imaginant que ça le soit, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en ordre dans votre tête et dans votre vie avant de quitter ce corps. Et ça, c'est le plus important, puisque de toute façon, la mort est une maladie dont personne ne réchappe. Donc nous devons tous terminer au même endroit. Et qu'est-ce qui est le plus important entre le moment T aujourd'hui et le moment T où l'on viendra à passer de l'autre côté? Qu'est-ce qui va déterminer ce laps de temps? De quoi ce laps de temps va être nourri? Est-ce que nous allons continuer à être celui ou celle qui remet à demain ce qu'il peut faire le jour même? Est-ce que on va continuer à être celui ou celle qui se plaint, celui ou celle qui indulge, celui ou celle qui continue à fuir ses rêves les plus profonds? Bref, finalement, ce sont là les meilleures questions à se poser. Le diagnostic en lui-même n'est pas si important, sauf peut-être dans notre organisation, sur un point de vue organisationnel, mais ne doit pas en fait nous faire baisser les bras. Au contraire, il doit être un potentialisateur. La maladie doit être quelque chose qui doit potentialiser toutes les ressources que vous avez en vous. Et ce qui ne veut pas dire pour autant que ça vous interdit d'essayer des lignes de traitement parallèles ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour éventuellement aider le corps à faire face à la maladie, à lui donner de l'énergie et à libérer le système immunitaire. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Le plus important, c'est revenir à l'intérieur pour écouter et ensuite agir. La première des choses, c'est vraiment de refaire
ce retour à l'intérieur et d'écouter en fait tout ce qui ne va pas et ce qui devient de plus en plus bruyant à l'intérieur de soi. Et aussi ce que l'âme tente de vous faire passer comme message depuis le début que vous n'avez pas écouté, que vous n'avez pas entendu, alors que je pense que la plupart du temps vous le savez parfaitement. Je pense que nous savons parfaitement ce qui nous reste à faire, sauf que voilà, nous préférons à ça rester dans notre assis dans nos habitudes. Je ne peux pas appeler ça en fait ce qu'on appelle communément les zones de confort. Je trouve cette appellation complètement ridicule. Il n'y a pas de zone de confort, ça n'existe pas. C'est juste une zone où on est dans nos habitudes, mais ça n'est pas ce qu'on peut appeler une zone de confort. Ça n'est pas du tout confortable et on le sait très bien. Parce que au quotidien, de toute façon, on n'est pas dans cette sérénité ou dans cette joie que l'on cherche tant. En tous les cas, on n'est pas dans cette harmonie avec soi que l'on cherche tant. Et moi, je peux pas, enfin, en l'absence d'harmonie, je ne peux pas appeler ça une zone de confort. On est vraiment dans une zone de confort que quand on a atteint le niveau d'harmonie en fait que l'on cherchait dans sa vie. Ça, c'est être dans une zone de confort. Donc voilà, donc c'est vraiment cette écoute à l'intérieur, ce retour à l'intérieur qu'il faut vraiment privilégier. Tous les rituels pour soigner notre corps, pour guérir notre corps, pour aider notre corps à guérir, tous les rituels ont un impact sur le corps, sont plus ou moins efficaces à différents degrés. Tout dépend en fait comment votre corps va réagir par rapport à ce que vous allez entamer. Mais le plus important finalement, c'est pas la méthode que vous allez adopter, le crudivorisme, etc. Ça n'est pas vraiment ça qui est le plus important, c'est finalement ce qui va venir de l'intérieur. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos en disant « moi j'ai réussi à guérir de telle pathologie parce que j'ai fait telle et telle chose ». Oui, ça c'était valable pour la personne à ce moment-là, parce que c'est ce qu'elle a, ce que tous ces gens oublient de vous dire, tous autant qu'ils sont. Et Dieu sait s'il y en a auxquels je pense actuellement, je ne les nommerai pas parce que je veux pas, je suis pas dans cet état d'esprit-là, mais il y en a certains et certaines qui me viennent en tête très vite. Et je les vois toutes et tous fournir les mêmes erreurs, c'est-à-dire moi j'ai réussi à guérir en faisant ça. Et donc, sous-entendu, ils sont en train de vous dire que vous devez faire en fait la même chose pour arriver au même aboutissement. Non, parce que c'est nier qui vous êtes et c'est nier ce qui est en chacun de vous, c'est-à-dire dans votre âme, dans votre conscience. Elle sait exactement ce que vous devez faire, ce qu'il vous reste à faire, et là où vous devez mettre votre énergie, votre attention. S'il y a une règle qu'il faut vraiment retenir pour favoriser cette guérison, c'est de ne jamais employer de méthode. Il faut attendre que quelque chose vienne à l'intérieur de vous et si quelque chose vient à l'intérieur, voire à l'extérieur de vous, si cette chose existe, s'il y a des gens qui vous ont précédé, parce que du coup ils ont l'expérience et du coup c'est encore plus sécurisant pour vous, mais pas à l'inverse. On ne va pas de l'extérieur pour se dire je vais me l'approprier, parce que si ce n'est pas ce que votre âme vous demande, eh bien vous allez risquer de perdre du temps inutilement, de perdre de l'énergie et finalement peut-être en fait de ne pas favoriser cette guérison, mais au contraire de faire perdurer la pathologie. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas forcément que écouter son âme, réaliser ses rêves les plus profonds vont permettre à la guérison de prendre place, mais en tous les cas, c'est un chemin favorisant puisque le fait d'être en harmonie avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec votre âme, avec vos projets, vos aspirations, vos rêves les plus profonds, ça libère de l'énergie, puisque pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de ruminer des pensées qui, vous freinent et vous entravent.
vous êtes en train de nourrir des pensées qui vous aident à réaliser qui vous êtes vraiment. Et qui l'on est vraiment, ça doit s'interroger au niveau de son âme si on n'est pas bien sûr de savoir qui l'on est vraiment. Mais la plupart du temps, on sait ce qu'on doit faire et ce qu'il nous reste à faire, seulement on fait en sorte de ne pas l'écouter parce qu'on n'a pas envie de remonter les manches. Et quand finalement la pathologie débarque, la pathologie grave débarque, et bien voilà, c'est le processus est arrivé vraiment à un aboutissement tel que le corps finalement est en train de parler à votre place. Les émotions ont tellement été accumulées que c'est dans la densité physique qu'elles prennent forme, puisque une émotion c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement. C'est une énergie en mouvement. Énergie, motion, mouvement. Voilà, c'est vraiment une énergie en mouvement. Or, elle doit pouvoir, une énergie doit pouvoir, enfin une émotion doit pouvoir être, notamment quand elle est, enfin, quelle qu'elle soit en fait, une émotion, quelle qu'elle soit, elle doit pouvoir circuler dans le corps et dans l'esprit. Dès lors qu'elle surgit, elle doit pouvoir être, elle doit pouvoir circuler et disparaître. Une émotion n'est pas faite pour durer. Une émotion, elle surgit, elle s'exprime et elle s'évanouit. Regardez quand vous éclatez, vous avez un éclat de rire. Voilà, l'éclat de rire surgit, il s'expanse, il perdure un petit peu et puis ensuite il finit par s'estomper et s'évanouir. Eh bien, pour les autres émotions, c'est la même chose. Or, quand nous avons réprimé toutes nos émotions, quand nous avons continué à nourrir, à persévérer à nourrir les mauvaises comment dire, pensées nous concernant, eh bien, tout ça accumulé fait qu'à un moment donné, quand il y a un niveau de surdité tel, eh bien, finalement, ça prend une densité beaucoup plus, comment dire, ça prend une dimension beaucoup plus dense qui est le corps pour pouvoir exprimer ce qui ne va pas. Donc, voyez la pathologie et la maladie comme un résultat. Ça n'est pas, ça ne décrit, je répète encore une fois, je veux être très lourd là-dessus, ça ne résume pas et ça ne vous réduit pas en termes de valeur, ça ne résume pas votre valeur, les échecs ne résument pas votre valeur, les réussites ne résument pas non plus votre valeur. La valeur, c'est vraiment au-delà de ce que l'on fait, c'est vraiment important. Donc la maladie ne vient pas vous dire que vous êtes une personne archi nulle, détestable, médiocre, pas aimable, etc., etc. Ça vient simplement dire que vous avez nourri un processus qui n'est pas le bon pour vous et qui arrive comment dire, et qui arrive à son apogée et qui finalement s'exprime de manière beaucoup plus bruyante pour pouvoir justement attirer votre attention sur tout ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc juste encore une fois, attention à ce système d'identification hein, où l'ego tombe dans ce piège de manière systématique. Il m'arrive une chose valorisante, donc je suis une bonne personne. Il m'arrive une chose dévalorisante, donc je suis une mauvaise personne. Ça n'a absolument rien à voir du tout. Ça, c'est un piège qui est lié au système égotique, à son image, à ses besoins d'image, comme je l'ai déjà dit, me semble, dans une vidéo, le fameux trépied de l'ego, à savoir besoin d'image, besoin de pouvoir, besoin de sécurité. Voilà, c'est tout simplement le piège de l'image, voilà, où il associe, il s'identifie à ce qui se passe à l'extérieur, ce qui n'a absolument rien à voir. Il faut juste vous rappeler que quand le moi devient une entrave, mais véritablement une entrave à l'évolution de son âme, à l'accomplissement même de son âme, eh bien, il faut bien qu'à un moment donné, l'âme se fasse entendre d'une manière ou d'une autre. Alors parfois c'est de façon très douce, et il y en a qui sont très attentifs à ça, ou attentives,
Ça peut être les intuitions, ça peut être les rêves, ça peut être les prémonitions, ça peut être plein de choses. Des phrases entendues qui d'un seul coup résonnent dans notre oreille. Ou c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous disait tiens, écoute ça, retiens ça. Voilà, donc il y a toujours des messages subtils euh, où l'âme tente de communiquer avec l'ego pour dire tiens, avance, écoute ce que je te dis, fais plutôt ça et abandonne ça, arrête de croire que tu n'es pas à la hauteur. Voilà, toutes ces pensées qui sont absolument péjoratives à notre rencontre, qui sont absolument destructrices même pour certaines, finalement renforcent un ego, on va dire entre guillemets, négatif, et qui finalement devient un obstacle pour l'accomplissement de son âme. Je dis souvent et je pense souvent depuis des années que cette phrase suivante, qui est de moi, hein, l'ego doit servir son âme et non l'asservir. Donc sous-entendu, asservissement. Or, quand un ego, on va dire, est orienté de façon destructrice, quel que soit le niveau d'autodestruction, hein, eh bien, quand il est orienté de ce côté-là, difficile pour l'âme de se faire entendre et difficile pour elle de s'accomplir, puisqu'il y a un conflit entre l'avant-naissance et l'après-naissance. C'est-à-dire que avant de venir sur Terre, vous avez choisi certaines expériences comme des expériences en effet qui vont vous aider à vous forger, et vous êtes tout à fait d'accord avec ça. Vous avez défini ce que vous allez devenir, quelles vont être vos plus grandes aspirations, vos plus grands rêves, etc. Et ces rêves ou ces aspirations peuvent être des rêves, enfin des aspirations très simples. Hein. Il ne s'agit pas non plus de mission, comme j'entends souvent, où les égos se croient missionner quelque chose. Ça, je m'en méfie comme de la peste, de ce genre de discours. Parce qu'en général, ceux qui sont missionnés, en fait, d'abord, ne le savent même pas, et en plus, ne le disent même pas qu'ils sont missionnés. Bref, on n'a jamais entendu dire Jésus répéter qu'il était en mission. Pour autant, il l'était, mais il ne l'a jamais dit. Alors que les égos qui sont démesurés, en fait, ne le sont pas en mission, mais ne cessent de le rabâcher. Bref, avant naissance, vous aviez mis en place des aspirations qui étaient, ça peut, comme je le disais donc avant cette petite parenthèse, des aspirations simples, comme étant par exemple devenir père ou mère, hein, c'est une des aspirations, hein, c'est tout simplement que ça. Hein. C'est aussi pour certains autres, eh bien, casser le, la loi d'enchaînement familial qui consiste à dire que de père en fils, l'entreprise s'est transmise et donc vous avez décidé de rompre cette chaîne dans cette famille pour incarner autre chose et carrément aux antipodes même des valeurs de la famille. Voilà, donc ça c'est les aspirations de l'âme qui est tout à fait d'accord avec son programme avant de naître. Et puis il y a la prénaissance, c'est-à-dire que voilà, en effet, on a décidé d'être avant naissance d'être danseur étoile, et on arrive dans une famille ouvrier, bas de salaire, et puis on va dire pour simplifier, bas de plafond au niveau ouverture d'esprit, et simplement revoyez le film de Peter Elliott qui en est vraiment l'exemple parfait. Voilà. Et les conflits vont commencer à naître, c'est-à-dire que on commence à prendre, on va dire, à jouer le caméléon par rapport à notre famille dans laquelle nous baignons, c'est-à-dire l'ambiance morale, comment dire, les normes avec lesquelles nous apprenons à vivre, etc., familiales, sociétales et compagnie environnementales. Et puis voilà, et puis d'un seul coup, on a bien dans la tête de vouloir chausser des chaussons de danse, mais en même temps, on a aussi dans la tête l'idée que qu'est-ce qui va se passer si je commence à parler de danse, danseur étoile, la famille, qu'est-ce qu'elle va commencer à raconter, et surtout mon père, et puis mon oncle, n'en parlons pas, quant à ma tante et machin. Bref, et voilà, et c'est comme ça que l'ego commence à devenir un véritable frein à l'âme, et, comment dire, et c'est là où le conflit intérieur commence à naître. Et si ce conflit ne se résout pas,
eh bien souvent, ce sont des événements beaucoup plus heurtants qui vont avoir lieu pour que la personne commence à réaliser qu'elle se trompe de chemin, qu'elle persévère dans une voie qui n'est pas la sienne et qu'il est grand temps d'en changer. Voilà ce que les événements difficiles, voilà ce que la maladie vient dire en général, c'est tu n'es plus en harmonie avec la vie, avec un grand V, tu n'es plus en harmonie avec ton âme, il est grand temps que tu reviennes à la maison, il est grand temps que tu fasses le ménage, il est grand temps pour toi d'incarner ce que tu rêves d'être depuis très longtemps, et ce, même encore une fois, si c'est une chose très simple, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas tous non plus et toutes destinés à des sorts fulgurants ou des sorts magnifiques. Je vous dis encore une fois, il y a souvent même, je le vois en astrologie, dans les thèmes, bien souvent d'ailleurs, les projets en fait sont d'une simplicité dingue, même à travers des gens qui réussissent et qui deviennent célèbres et qui sont un exemple pour d'autres aux yeux du monde, en fait, eux aussi ont souvent un projet de vie qui est hyper simple, à l'intérieur même de leur réussite spectaculaire. Je cherchais le terme. Voilà, donc vraiment, je voulais vraiment faire cette vidéo pour aider les personnes qui ont une grosse pathologie ou une pathologie grave, de façon à pouvoir les aider à faire le ménage dans leur tête et à le faire vite et bien surtout, et à se poser peut-être les bonnes questions plutôt que de commencer à se laisser embarquer par la situation en elle-même, à s'identifier, à finalement se dire ouais ben, j'avais raison de pas être parce que voilà maintenant où j'en suis, de toute façon je suis qu'une merde, ma mère me l'avait bien dit, quant à mon père de toute façon tatati tatatata, et puis de toute façon jamais personne ne m'apprécie au boulot, et enfin bon bref voilà, il y a une perte de temps phénoménale dans ce genre de truc, c'est un piège comme je l'ai dit, dans lequel il faut absolument pas tomber. Encore une fois, ça ne définit pas votre valeur, les événements ne définissent pas notre valeur, ils définissent simplement notre qualité de façon de penser, comment dire, la qualité d'énergie que nous y mettons et comment dire, et ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Donc j'espère avoir dans cette vidéo aidé ces personnes-là qui sont personnellement concernées, et pourquoi pas les amis de personnes concernées ou l'entourage de personnes concernées, parce que c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi à dire, à communiquer, de façon à pouvoir aider les personnes en effet à faire face à la maladie de façon beaucoup plus sereine, c'est-à-dire arrêter de se tourmenter au quotidien à savoir ce que le corps va devenir, mais commencer plutôt à faire attention, j'allais dire, au-delà des remous de la surface, hein, où les vagues s'entrechoquent, et bien descendre un peu plus bas dans les fonds marins et commencer un petit peu à observer, comment dire, en soi, ce qu'on a bien voulu pendant des années, ce qu'on a gentiment pendant des années évité de mettre en route ou de démarrer, et alors qu'on sait pertinemment que c'est vers ça qu'on doit aller, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Ça va peut-être susciter des réactions, et je vous invite évidemment à marquer ça dans vos commentaires. Vous pouvez toujours me retrouver, si vous avez éventuellement des questions à me poser, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook, toujours au même nom et au même prénom, Frédéric Dautrive, Frédéric IK à la fin, Dautrive, D apostrophe H, ouais, c'est parce que j'allais dire le H, D apostrophe HAUTERIVE, voilà, Frédéric Dautrive sur Facebook. Et puis vous avez toujours mon site internet, 3x chemin d'éveil au singulier, sans accent, sans tiret, sans rien, tout accolé, chemin d'éveil au singulier,
chemindéveil.com, où là vous avez toutes les explications concernant mes atouts. Atouts d'ailleurs que je m'empresse de préciser que j'ai découvert personnellement à l'issue aussi d'une maladie grave, et notamment qui a engendré comment dire, un handicap visuel important. Et, j'ai compris petit à petit avec les années que j'avais ce potentiel-là. Si on m'avait dit 20 ans auparavant, écoute, tu pourras enseigner, tu pourras en fait enseigner comment dire, dans le domaine de la spiritualité, et tu pourras en fait exercer en tant que thérapeute sans véritablement avoir de formation diplômée d'État, et pour autant être efficace, ça je ne l'aurais jamais, j'aurais jamais pu le croire. C'est bien parce que à un moment donné je me suis tourné à l'intérieur de moi-même que j'ai découvert ce potentiel-là, et donc ça n'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose qui vient de mon âme, et quand je suis en consultation, c'est toute mon âme qui est à l'écoute, c'est pas mon ego, c'est vraiment mon âme qui est à l'écoute, et c'est mon intuition. Voilà, cette petite parenthèse, tout simplement vous montrer que à partir du moment où on commence à aller regarder en soi ce qu'il y a de constructif, et ce qu'il y a et quels sont les potentiels qu'il y a en nous, et qu'on leur fait confiance et qu'on décide de les développer, et bien avec, encore une fois, je le répète, respect, bienveillance, persévérance, donc forcément du temps et de la bienveillance, et bien avec ce cocktail-là, de toute façon, il y a forcément quelque chose qui en ressort. Voilà, merci encore une fois pour votre écoute. Merci aussi pour votre fidélité. Je ne sais pas à quand la prochaine vidéo, ne sur quel sujet, mais ceci dit, rien ne vous empêche dans les commentaires de me solliciter pour des sujets particuliers. En tous les cas, merci d'avance pour vos réactions en dessous de cette vidéo. Et puis, eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo avec un grand plaisir.